Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 402e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 432e édition de la série, nous avons retenu pour thème le jugement moral et ses conséquences professionnelles. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir un habitué d'émission, un confrère, un serviteur de la profession, un chercheur qui sera toujours disponible pour partager avec le grand public le fruit de ses recherches et de sa curiosité. Je veux citer l'ancien président de l'OCPA, le professeur ami, professeur Luther Duval. Professeur Duval, bienvenue à notre émission. Je vous dis merci à l'aube de cette année nouvelle qui s'annonce porteuse de défis. Et je dis aussi salut à tous et à toutes. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, l'année 2021. On vient de vivre une période difficile au cours de l'année 2020. Des troubles politiques, des problèmes de santé publique, de la législation de tous ordres. Et à tout ceci, nous vivons encore les conséquences du coronavirus. Le monde traverse une période extrêmement compliquée, où chacun doit se ressaisir, revoir ses plans, se revoir aussi, se critiquer et évaluer le chemin parcouru et les imprévus. Aussi, Magazine vous souhaite une bonne année 2021. Au Magazine,
Je vous rappelle aussi que l'Ordre des comptables reçoit l'inscription en son local à la rue Panaméricaine, à Pétionville. L'Ordre organise des séminaires, des cours de formation qui sont des événements ouverts tant au grand public qu'aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue. Et, comme à chaque émission, nous vous rappelons que nous sommes à la période de soumission des déclarations définitives d'impôts. Un petit conseil, nous rappelons que les dépenses médicales qui ne sont pas couvertes, mais qui sont couvertes en partie par une assurance maladie, eh bien, elles sont déductibles. Donc, si la compagnie d'assurance n'a pas remboursé à l'assuré des dépenses médicales, eh bien, l'assuré est en droit de récupérer la portion non couverte dans sa déclaration définitive d'impôt. C'est un conseil, puisque nous sommes au cours du mois de janvier. Le 31 janvier est la date limite de soumission de la déclaration définitive d'impôt. L'émission du jour, c'est le jugement moral et ses conséquences professionnelles. D'abord, on sait que nous sommes tous appelés à juger, à apprécier. Le jugement a un caractère ou un côté subjectif. Nous jugeons par rapport à ce que nous croyons être vrai, être bon, être juste. Mais on peut se tromper en jugeant aussi. Donc, pour dire que le thème de l'émission du jour est opportun pour démarrer une année, car nous sommes tous appelés à apprécier, à juger, mais il faut d'abord commencer par se juger soi-même. Monsieur Duval, eh bien, comment démarrer, je dirais, comment développer ce thème? Le jugement moral, comment vous le concevez vous-même en tant que professionnel, en tant que professionnel d'éthique? D'abord, quand on parle de jugement professionnel, on désigne l'attitude qui s'impose même à chaque être humain, à chaque individu, d'évaluer ce qu'il observe, ce qu'il entend et ce qu'on lui dit. Normalement, en matière de philosophie morale, d'éthique, on a tendance à classer les jugements que nous faisons ou bien les évaluations que nous refaisons en trois grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les jugements de fait, c'est-à-dire les jugements basés sur des faits constatés, sur des faits observables ou encore sur des informations déjà sues par tout le monde, déjà acceptées par tout le monde dans notre environnement. Et puis il y a ce qu'on appelle les jugements de préférence ou de goût. Le jugement basé certainement sur ce que nous préférons, ce que nous aimons, les goûts qu'on a. Remarquez que qu'il s'agisse de faits, de goût, même si un fait est matériel, mais notre façon d'apprécier le fait va être en corrélation avec notre bagage déjà interne que nous avons. Et quand on nous dit goût aussi, nous ne choisissons pas nos goûts et nos préférences. Nous sommes amenés à aimer nos goûts et nos préférences sans le savoir, bien malgré nous-mêmes. C'est là le danger. Et puis, il y a ce qu'on appelle les jugements de valeur. Les jugements de valeur, ce sont les jugements, les évaluations faites sur un fait, mais qu'on a tendance, ou bien qu'on a tendance à généraliser. C'est-à-dire, nous fonctionnons avec Joseph Payan qui est du Sud, et puis à partir de ce que nous observons chez Joseph Payan, et puis nous allons dire que les gens du Sud sont de telle manière, de telle manière. Voilà par exemple les grandes classifications du jugement sur le plan éthique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle du jugement éthique au jugement judiciaire ou juridique, si vous voulez, on a tendance à se baser uniquement en matière juridique sur les faits. Le dilemme qu'il y a, c'est que
le plus souvent, nous observons les faits et nous les interprétons aussi avec un bagage personnel. Et même quand il y a des lois, des textes qui nous permettent de cadrer ce jugement, et très souvent, nous observons un fait, nous voyons ce qui se passe, mais sous un angle donné, et pas toujours sous tous les angles. Laissez-moi vous donner un exemple qui est arrivé il y a de cela 9 ans environ, après le tremblement de terre. J'étais sur la route de l'aéroport, du côté de Trois-Mains, et j'ai vu quelqu'un carrément avec un revolver en main tirer sur une personne. En arrivant plus près, j'ai pu remarquer un voisin qui est décédé, un de mes voisins, qui s'appelait Gracia. Et puis c'est Gracia qui était en train de tirer. Mais sauf que Gracia, c'était un homme de très bon commerce, d'une bonne renommée, du côté de Gérald Bataille, tout ça. Et j'arrive chez moi. Déjà, on a eu le temps d'arrêter Gracia, etc. Et puis, les voisins sont venus me raconter le fait. Et puis, ils me disent, ah, mais là, mais elle m'a passé. Moi, elle monsieur tirer sur mon nom. C'est ainsi qu'on a envoyé le voisin en prison, au pénitencier national. Mais comme moi-même je suis crédible, le fait que me dit monsieur te tiré, tout le monde dit bon monsieur te tiré, vraiment, monsieur coupable. Mais 4 mois plus tard, quand on a relâché le voisin, ce que j'ai appris, c'est que ce que je ne l'avais pas vu moi-même, il était avec sa nièce de 16 ans quand il a été attaqué par 2 hommes, et dont un armé, et l'autre voulait rentrer avec la fille dans un corridor. Et il y a le monsieur qui était là, qui tenait Gracia en respect parce qu'il paraît qu'on voulait faire un viol. C'était un matin. Le matin, mais quand même, vers 8h du matin, c'était au grand jour. Et finalement, le voisin qui s'y connaissait en main m'a fait remarquer que c'était une fausse arme. Il a tenté sa chance. Et comme lui, il était armé, quand le violeur voulait fuir, il a tiré, et puis la personne a reçu une balle dans le dos et puis à la cuisse droite. C'était comme ça les faits. Et quand il est rentré dans la cour, il y avait 2 autres hommes qui s'apprêtaient à violer la fille. C'était ça le fait. Mais moi-même, j'avais vu seulement un aspect de ce fait. J'avais vu l'homme tirer. Et je pensais moi-même que j'étais en connaissance de faits pertinents, et pourtant, je n'avais pas toute la lecture. Voilà, par exemple, même quand on parle de jugement de fait, et c'est pourquoi, même en matière judiciaire, il arrive qu'on se trompe, que le juge se trompe, mais c'est toujours de bonne foi. C'est-à-dire, et on va interpréter aussi pour dire que, si dans ce cas-là, si le juge se trompe, celui qui regarde de certains côtés, il va dire, c'est le juge est malhonnête, il a reçu de l'argent. L'autre qui sait va dire autre chose. Oui, professeur Duval, vous avez fait remarquer que le jugement a une dimension personnelle. Le jugement est lié à l'attitude d'abord, à l'aptitude ensuite. Et je dirais c'est ce juste équilibre entre attitude et aptitude qui permet l'expression, je dirais, d'une observation faite. Et il y a encore plus dans votre développement que j'ai pu déceler. C'est comme s'il y a des qualités qui sont innées, qui sont personnelles, pour chacun de nous. Il y a aussi des qualités qui sont acquises, c'est-à-dire par le fruit de la connaissance, par le fruit d'observation, par le fruit de l'expérience. Et le jugement peut aussi ne pas être observé, d'après ce que vous avez dit. Excusez-moi, pas exprimé, pas observé, exprimé. C'est-à-dire tout homme a un jugement, tout homme juge, tout homme apprécie, mais tout homme n'exprime pas nécessairement son jugement. Et l'expression du jugement, la qualité du jugement dépend aussi de la qualité d'observation, du recul dont bénéficie, dont jouit celui qui observe, celui qui doit juger. Alors, professeur Duval, dans tout ceci,
bon, le jugement moral, etc., c'est conséquences professionnelles. Comment lier maintenant le jugement moral à, je dirais, au côté professionnel? Comment Alors, est cette c'est ce liaison? que j'avais introduit lorsque j'avais dit que il est essentiel lorsqu'on prend toute décision, lorsqu'on fait une évaluation, toute évaluation susceptible de régir la vie des autres, ou bien de conditionner le fonctionnement, la liberté, etc. des autres, de passer à une autre phase de formalisation qui va même au-delà des faits. C'est-à-dire, et c'est pourquoi, dans tout domaine, dans toute profession, en matière juridique et autres, il faut qu'il y ait des procédures, des méthodes très fiables, et il faut que ceux qui sont appelés à devenir professionnels passent par une formation en matière éthique, dans toutes les professions, pour pouvoir être capable d'identifier les limites de leur appréciation personnelle et aussi même les limites de l'observation des faits. Parce que nous avons tendance à dire que nous avons vu, puisque nous avons vu, c'est ça. Ce n'est pas toujours vrai. Je peux voir, vous voyez, l'autre voit, et chacun de nous voit la même chose sous un autre angle. Et c'est pourquoi il y a cette formalisation qui est essentielle. Et quand on parle de jugement professionnel, c'est un jugement qui doit pouvoir être confronté non seulement à la réalité, mais aussi à des méthodes, des procédures déjà définies pour limiter, je dirais, les dégâts. Parce que, quelle que soit la précision de ces méthodes et procédures, il va toujours y avoir un pourcentage De subjectivité. faible de subjectivité dans les jugements, que ce soit des jugements d'ordre moral, d'ordre judiciaire ou encore d'ordre professionnel, toutes catégories confondues. Il faut prendre des précautions. Donc, en termes clairs, M. Duval, puisque le jugement a ce côté subjectif incontournable, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une certaine incompatibilité entre le jugement et les normes? Non, il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que quand on parle de normes, on est dans le domaine professionnel. Et il y a une balance entre les deux. Si je prends le jugement moral va toucher celui qui juge dans deux dimensions. Une dimension factuelle que tout le monde voit, mais aussi ce qu'on appelle la conscience morale. Donc là, on doit discuter pour le dire qu'il n'a pas fait tel bagaille. Autour de la société, il passe pour être correct. Et pourtant, avec tête libre, il va à l'aise. Et souvent, les gens qui pas à l'aise avec tête libre, il y a une responsabilité fondamentale pour régir la vie des autres. Dans son déséquilibre, il peut aussi faire du mal aux autres et à la société. Ça, c'est le point fort qui gagne dans le jugement moral. Là, c'est que pour l'individu qui pense et qui est normal, même les gens ont l'autre image. Il mentit, mais il y a qui était dans lui-même et qui peut le faire lui-même, qui peut le mettre en état pour le cas de remords, souffrance, etc., pour le cas quand même faire face à conséquences, peut-être mensonge ou bien faux jugement que le bail. Par contre, quand on dit jugement sur le plan, par exemple, judiciaire, la justice va se baser sur les faits. Ou dit bon papier qui dit que tu es signé. Ou dit qu'il a c'est pour vous, bon papier qu'il a, etc. ainsi de suite. Ça, c'est factuel. Mais il y a une autre relation, une autre dimension là-dedans, c'est l'intérêt que peut avoir celui qui juge, le juge même, dans l'affaire, qui va faire que très souvent, il peut y avoir la tendance à passer outre les faits, à passer même outre les textes de loi, lorsque ces textes ne sont pas tout à fait précis et lorsqu'il n'y a pas d'autres procédures contradictoires. Et c'est pourquoi, en matière judiciaire, vous voyez qu'il y a plusieurs instances de jugement. Pour certains faits, on peut aller à une première, une deuxième, une troisième, parfois une quatrième instance, mais souvent trois. C'est parce qu'on sait que
le jugement est toujours humain, qui va toujours y avoir. Ensuite, si nous regardons un autre aspect là-dedans, c'est l'aspect social du jugement moral. Il y a un pile de bagaille qui fait moun pas entendre. C'est parce que moun a fonctionné sans formation. Toutes des choses de principe. Nous avons tendance à confondre sans nous parler, mais avec ça pas bon. Et dans tout domaine. Et c'est très mauvais. Par exemple, vous rentrez dans une salle côté que 10 personnes qui manger, et puis, ou même tout le monde, 9 personnes manger, ou même, et puis, ou 10e, non. Parce qu'on parle même pour Congo, pour dire, pour Congo, c'est vieux bagaille. Pour Congo, pas bon. Ouais, dans l'expression, on peut dire que vous parlez même. Si vous parlez même, ça passe. Mais si en face de l'homme, 9 autres personnes nous disent que le pas bon, vous créez un conflit. C'est pourquoi le problème du jugement, même à la base, même dans les conflits entre amis, très souvent, deux personnes ont des blagues pour eux. Ils ont une discussion qui est opposée, puis ils tournent en conflit larvé. Très souvent, c'est des incompréhensions sur les nuances qui peuvent faire ça. De même que la tendance à généraliser. Ce qu'on appelle le jugement de valeur. Parce qu'on monde terrain, même bien été marié avec un monde dans le nord, qui était un problème, et puis tout côté le passé, et garçon au cap ou bien femme au cap, pas bon. C'est quelque chose de personnel, mais qui va petit à petit empoisonner les relations entre cette personne et d'autres gens du Nord qui autrement t'a disposé pour te faire route avec ça. D'où son aspect très psychologique et très profond, mais que je dois enseigner dans toute sphère dans l'école le langage. C'est-à-dire, il y a un langage qui s'associe à chaque type de jugement, et là nous pas fait nuance entre jugement de valeur, entre jugement de goût. Pour nous, quand pour nous exprimer, il faut compte en pile, dans le foyer, entre parents, entre amis, sans nos parents. C'est des détails. Là, nous pas connaissons tout, même là, nous observons fait, nous avons une connaissance pour nous observer le net. Nous avons un bon coup de couteau, ou mourir même quand même quand même au médecin pour garder. Parce que ce pas de l'autre barrière, etc. Vous voyez, c'est ces nuances-là, très souvent, qui fait que les systèmes judiciaires sont faibles. Par exemple, on a un système judiciaire qui ne peut pas faire autopsie, et pas de psychologue qui a tant de bagailles pour prendre position, pas de diagnosticien, pas de professionnel, et puis, très souvent, un pile bagaille fait, un petit peu rabais, mais tout le monde pense que c'est normal. Mais c'est jugement de façon, nous faisons jugement de base qui fait ça. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que sur le plan professionnel, il faut toujours normaliser, regarder, et de temps en temps changer les normes en fonction des évolutions dans les professions pour éviter les conflits basés sur les émotions et qui très souvent envahissent les sociétés. Autre dimension qu'il faut regarder aussi, plus on est en position d'autorité, plus nos manquements en termes d'appréciation ont tendance à avoir des influences sur le reste de la société, le reste du pays. Vous voyez des choses qui se passent maintenant aux États-Unis, comment par exemple un président en exercice arrive à influencer beaucoup de gens. Des fois sur des lignes qui ne sont pas cohérentes. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle cette relation entre jugement professionnel et jugement personnel. Plus on est en position d'autorité, plus on a du pouvoir, je parle politiquement ou bien socialement, plus on doit être formé à l'effet de comprendre nos limites. Et plus le reste de la société aussi doit être formé sur des bases objectives pour pouvoir apprendre à apprécier les nuances dans les comportements de ceux qui sont appelés à les guider, à les diriger. Donc nous avons tendance à prendre les défauts de nos guides pour des qualités. C'est encore un domaine de jugement. Très bien. Vous avez fait remarquer au sur Duval, c'est-à-dire, puisque d'un même fait peuvent résulter plusieurs jugements, plusieurs conclusions, en dépit de l'existence
de normes, lorsque c'est le cas, on a quand même l'obligation d'être à l'écoute de l'autre, des Toujours à autres. l'écoute des autres. Et les jugements exprimés permettent aussi d'enrichir les normes, d'enrichir les procédures. Justement. D'où pratiquement la relation peut établir entre le jugement exprimé et la gouvernance aussi. La Que l'on gouvernance. parle d'une entreprise, que l'on parle d'une association, que l'on parle d'un pays. Ça veut dire, puisque le jugement a un côté personnel, eh bien celui qui est en position d'autorité, comme vous l'avez bien dit, il doit être à l'écoute des autres. Il doit Et être ce- à l'écoute, mais il peut ne pas avoir cette formation de base, cette compréhension de base de se mettre à l'écoute. Et c'est là le danger. C'est-à-dire, pour être capable de se mettre à l'écoute, il faut ne pas rester à l'état brut. Il faut deux choses essentielles. Premièrement, il faut avoir une formation personnelle à l'ouverture d'esprit, mais il faut que si le corps social autour de vous ait un minimum pour pouvoir aussi comprendre, et je dirais, le bon côté et aussi les bienfaits et aussi les obligations rattachées à cet esprit d'écoute. Par exemple, si vous allez sur le plan politique, vous allez voir que le fait que la politique, c'est un jeu d'intérêts de toutes sortes, généralement pouvoir, intérêts financiers, etc., toute domination de l'autre, vous allez voir que le plus souvent, celui qui est formé dans une base politique, dans un parti politique, s'il n'a pas déjà une base assez large, va prendre carrément la forme de l'équipe. On a tendance très souvent à plaire au chef, parce que c'est celui qui nous fait avancer, qui nous donne du pouvoir, qui nous fait manger. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'humanité, je dis l'humanité, le monde a adopté des formes de gouvernement allant à tâtonnement entre la dictature, la démocratie et autres. C'est parce que on pense que c'est facile, mais ce n'est pas facile parce que la matière est facile à gérer, mais pas l'esprit, pas l'être humain. Très bien. Alors là, vous entendez parler, il y a nécessité de lier l'expression du jugement, son appréciation à l'humilité. Humilité, mais oui, et puis il y a un certain nombre de vertus. C'est-à-dire, parce que sinon, si nous voulons rentrer sur le plan, je dirais, de l'éthique, de la morale, et on peut voir le comportement éthique à travers un prisme à trois dimensions, trois pôles. Le premier pôle, c'est le pôle des vertus, c'est-à-dire les vertus, ce sont des qualités. Des qualités qui favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parce qu'il y a des qualités aussi qui ne favorisent pas. Quand je dis par exemple l'intégrité, la vertu, l'altruisme, voyez, l'ouverture d'esprit, ce sont des qualités généralement qui nous permettent de comprendre, d'entendre l'autre. Cohésion sociale. Ces mêmes qualités pratiques. Ils ne sont pas donnés à tout le monde. Oui, ces mêmes qualités pratiquées à l'extrême peuvent se transformer aussi en défaut. Et c'est là où c'est compliqué. Ça, les vertus. En juste mesure. Deuxièmement, il y a le pôle de ce qu'on appelle les normes. Vous voyez? En matière sociale et éthique, les normes se présentent sous la forme de contraintes, d'obligations qui viennent limiter notre liberté d'action, une liberté personnelle. De sorte que je veux réussir pour devenir un grand économiste. Mais la norme, c'est d'aller étudier l'économie. C'est de faire des recherches en économie. De faire des efforts pour passer des examens sans avoir à tricher. Contrainte. Et pourtant, c'est cette contrainte qui est la source de votre valeur comme économiste. Parce que quand vous faites vos études, et vous arrivez à tricher, à passer par-ci et par-là, etc.,
vous devenez un professionnel qui n'est pas toujours en confiance, même dans son domaine d'action, parce que vous avez tout fait à travers la tricherie. Et puis, votre valeur comme économiste tombe parce que vous n'êtes jamais sûr de vous. Vous aurez beau faire des recherches, vous êtes comptable et administrateur, vous faites toutes sortes de choses. Il y a des endroits, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder avec vous. Parce que, justement, vous êtes en position toujours défensive parce que vous avez en vous un conflit intérieur. Très bien. Voilà. Puisque vous avez parlé de conflit d'intérieur entre le jugement exprimé et l'observation des faits. Moi, je ne dirais pas même le jugement exprimé, non? Le conflit intérieur même, au contraire, vient aussi du jugement qui n'est pas exprimé parce que très souvent, nous emmagasins des choses. Le fait de ne pas les exprimer, nous ne trouvons pas de vis-à-vis pour nous aider à changer d'opinion et arriver au moment où nous devons faire quelque chose de professionnel, de sérieux. C'est dans ce bagage-là que nous allons puiser au fond de nous. Très bien. Donc, puisque de toute façon, il y a un conflit intérieur que je ne sois on a exprimé, puisque quelque part, il y a une dimension personnelle, pour vous répéter, eh bien, on prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 432e édition de la série OCPA Magazine sur Télé-Guinée. Émission qui a pour thème le jugement moral et ses conséquences professionnelles. Notre invité, le professeur Luthner Duval, qui est aussi professeur d'éthique et qui anime les cours de coaching pour l'ordre des comptables et qui aussi dispense des cours d'éthique au niveau de l'université. Au cours de la première partie de l'émission, M. Duval vous a expliqué très clairement le contenu même du concept de jugement. Le jugement qui a une dimension personnelle, le jugement qui résulte de l'expression d'une aptitude également, aptitude qui fait appel aux connaissances acquises et l'attitude qui est au fond de nous-mêmes. Et alors, il a clairement exprimé les différents types de jugements, jugement de fait, jugement de préférence, et aussi le danger qu'il y a lorsque l'on, à partir d'un fait observé, à partir d'un élément, d'un ensemble, eh bien, on émet une conclusion et on pense avoir, détenir la vérité. D'où la nécessité, comme l'a si bien dit, d'être à l'écoute de l'autre. Ce n'est pas pour rien que même dans l'évolution des faits économiques et sociaux, que l'humanité a connu des moments où il fallait d'abord investir dans un homme qui fait tout, qui comprend tout, qui est l'émanation de la volonté des autres, etc. Et aussi arriver à d'autres formes de gouvernance, c'est-à-dire de gouvernance collégiale, où par exemple il y a la réunion d'un ensemble de personnes pour décider de la vie d'association, de la vie d'une organisation. Pour vous dire que le jugement a un poids important. En même temps, il faut juger, en même temps, il faut observer, être à l'écoute des autres. D'où la relation qu'il a pu établir dans son exposé, dans son développement, entre les valeurs qu'il faut cultiver. Une de ces valeurs, il y a l'humilité, l'intégrité. C'est-à-dire, il faut savoir que l'autre a aussi un jugement, même non exprimé. Tout homme juge. Tout homme juge, car il y a une âme. Et cette observation-là, il faut la prendre pour ce qu'elle est.
ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas non plus que le fait d'exprimer opinion, on se croit détenteur de la vérité. On peut être détenteur d'une vérité, mais pas de la vérité. Donc, c'est aussi que la seconde partie de l'émission, nous allons voir à M. Duval la relation, comment les normes, les lois, les principes, les procédures facilitent et limitent le jugement. M. Duval, faisons ensemble cet exercice. L'idée de base, c'est que dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, on est en relation avec les autres. C'est en vertu de cette relation et de la présence de l'autre à côté de nous qu'il devient impératif d'avoir des instruments qu'on appelle le droit, d'avoir quelque chose qu'on appelle l'éthique. Parce que si on était seul dans un environnement ou bien sur terre, il n'y aurait pas besoin de loi, de quoi que ce soit. D'où l'éthique et le droit, ce sont deux instruments, je dirais, qui sont éminemment d'ordre social. Deuxièmement, ce sont deux instruments qui visent principalement à assurer la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mais cependant, pour ce vivre ensemble, chacun doit concéder une part de sa liberté au profit, je dirais, du bien-être collectif. Je veux dire que vous ne pouvez pas vous faire sauver. Et c'est pourquoi nous parlons de normes. Les normes se présentent généralement sous la forme de contraintes, de choses à faire ou à ne pas faire pour garantir la cohésion sociale. Et en même temps, c'est quand on applique la norme qu'on a vraiment comme homme le mérite d'atteindre le résultat positif. D'où on a parlé de trois pôles. J'ai parlé de trois pôles. Les vertus, ce sont des qualités. Les normes, qui sont des contraintes, des obligations à respecter pour aller plus loin. Et puis il y a les valeurs. Bien entendu, quand on parle de valeurs, on peut aussi distinguer grosso modo trois types de valeurs. Alors je vais commencer par ce qu'on appelle les valeurs qui sont d'ordre individuel, ce qu'on appelle les idéaux de vie. Un idéal de vie, c'est-à-dire, moi je veux être médecin, vous voulez être avocat, l'autre veut être tailleur, etc. Et moi je veux avoir beaucoup d'argent, moi je veux avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir trop de problèmes. L'autre veut être millionnaire, ce sont des idéaux de vie. L'idéal de vie, c'est un but fixé. Mais pour que l'idéal de vie soit sain, il faut quand même passer par une contrainte, une norme. Je veux gagner l'argent, mais c'est travailler pour me travailler. Ouais. C'est investir pour m'investir. Je veux être avocat, il faut m'étudier. Maintenant, il y a aussi, ce qui manque aussi, c'est ce qu'on appelle l'idéal de société, ou bien les idéaux de société. C'est-à-dire qu'il y a des bagailles que, collectivement, il faut nous viser pour nous sacrifier, nous voyons. Et dans le dit bien-être collectif, si chacun veut bien-être individuel, il ne va pas bien-être collectif. Mais pour moi-même seulement, il faut que, dans l'idéal de vie, pour là, on fait une concession pour la société. C'est-à-dire, j'arrive à un niveau intellectuel donné, mais je partage avec les autres. Et j'enseigne, je fais quelque chose. Je donne, j'appuie des choses au nom de la société pour le bien des autres. Quand on dit idéal de société, c'est ce que recherche l'homme depuis longtemps. Et ceci donne aussi lieu à plusieurs formes de gouvernement. On parle de démocratie, de dictature et autres. Tout est visé pour arriver au résultat. Mais nous tâtonnons, mais c'est un idéal de société. Par exemple, on dit le respect de la vie, c'est un idéal de société. Si on dit le respect de la vie et la société n'intériorise pas cet idéal, on parle de forcément un crime, un bail qui a fait là-dedans. On parle de des formes de gouvernement qui déclarent que c'est démocratique, mais en fait, qui n'est pas démocratique, parce que les individus
ne s'y retrouvent pas, il n'y a pas d'information sur ça. Et puis, il y a ce qui est essentiel. Dans la société, vous voulez toucher, c'est lui qui va faire la société à prendre forme. Contrairement à ça, nous pensons. Nous toujours penser à l'économie. Il faut nous gagner manger, il faut nous gagner route. Alors que sur la base d'une société même, c'est ce qu'on appelle les valeurs suprêmes, les biens suprêmes. C'est-à-dire le bien-être. Si nous cherchons le bien-être, mais le bien-être collectif, comme idéal de société, je me dis qu'il y a deux cas qui suffit pour moi, et puis je vais le battre, je n'ai pas besoin d'un troisième qui est un troisième pour l'autre monde. Et je n'ai pas besoin de manger pour me serrer, pour me gaspiller, puis chaque jour pour me satisfaire, et puis bon, je me dis je partager. Vous voyez? Donc, quand on dit valeur suprême, c'est des bagages qu'on ne peut pas discuter et on ne peut pas subordonner à aucune autre valeur. Si on me dit le bonheur, le bien-être, la vie, vous voyez? Vivre ensemble. Sinon, qu'à vivre ensemble sont bien suprêmes. Voilà, par exemple, cette catégorisation. Et à l'échelle de certaines sociétés, à l'échelle de certains gouvernements, de certains hommes qui agissent, comme qui était venu, dit, je ne vais pas m'occuper de grand goût déjà, non, je ne vais pas le battre pour nous faire des transitions pacifiques de pouvoir, pour nous investir dans l'éducation à plusieurs niveaux, éducation scolaire, secondaire, mais surtout pour nous investir dans l'éducation à la production. Pour taper l'autre société parce que ça tu vas faire deux monde qui va mettre ensemble pour travailler. Vous remarquez comment c'est difficile en Haïti pour monter n'importe quelle entreprise avec 3 personnes. Et pourtant, il y a des pays côté que nous n'avons pas contre l'autre, facilement 10-15 personnes font entreprise. Tout ça demande quand même l'éducation. Tout ça demande la formalisation. C'est pourquoi je vous dis que il ne faut pas espérer que, avec nos appréciations brutes, nos savoir-faire, je dirais, dérivés d'idées reçues, de paradigmes, vont nous sortir du pétrin. Il faut d'abord valoriser l'homme et les biens suprêmes qui se rattachent à l'homme même. Le respect de la vie, le respect de l'autre. Vous voyez? L'harmonie, le bien-être individuel et collectif. Et puis c'est ce qui est la base. Quand nous entendons parler de programme politique, dès qu'il y a dans un programme politique, il n'y a rien qui vise prioritairement le développement de l'être humain. Et il peut faire propagande, pour mettre moi dans pareil, non? Il dit que après il y a un investissement qui a fait sur ça en termes de monde qui investit pour bailler savoir, qui investit pour bailler l'argent pour ça fait. Institution qui a créé, monde qui investit tout pour quitter l'institution pérenne, on peut aller plus loin. Et c'est ce qui fait qu'une bonne société fait face à une bonne adversité. Des fois, il a presque chaviré, on pourrait essayer 3 personnes qui disent bagaille et puis la société à chita. Mais faut-il bien qu'il y ait des hommes, une masse critique d'hommes, dont la parole doit vouloir dire quelque chose d'abord pour eux-mêmes. Et vouloir dire quelque chose pour eux-mêmes, il faut qu'ils soient en situation de formation et aussi de paix intérieure, de force intérieure pour pouvoir faire tout ça. Voilà peut-être la démarche qu'il y a quand je parle de comment, avec les procédures, les contraintes, les lois, les textes, et surtout les révisions, les mises à jour constantes qu'on va faire dans ces normes-là, c'est ce qui va donner une assise à la société et non pas, et je dirais, les idées de ceux qui sont au petit monde des affaires, qui sont plus au pouvoir, qui sont capables de donner à manger, etc., des choses comme ça. Parce que finalement, quand la société s'assoit délibérément sur uniquement du matériel, le bas-ventre, il est facile de faire marcher cette société, d'abord en lui privant du matériel pendant un certain moment, ou mettez mon dans un grand goût après ça, ou même qui mettez là, prochaine fois, on t'y manger, et puis mon ça, après moi, c'est tel qui sauve la vie.
bien manger, je me serrer une babolim, qui te fait 3 jours pour manger, 5 jours pour manger, et puis je prends le contrôle de mettre paillant parce que je lui apporte un plat. Et c'est ce qui arrive quand c'est le jugement brut. L'autre aspect qu'il ne faut pas ignorer, c'est que il faut que la formation à tous les niveaux, familial, au niveau des églises, de l'école, participe de la valorisation de ces biens suprêmes et que pour mettre tout le monde au niveau pour comprendre qui est cet intérêt collectif, qui est cet intérêt personnel, comment intérêt collectif là, lui-même lui permet tout mieux vivre. Je veux dire, par exemple, on nègre qui a une belle machine, qui a de belles bagages machin à l'arrière ou à l'aise parce que peut-être 90% quand tu vas passer sous pompe en caoutchouc, pas grand qui est d'eau. Faut c'est dans fat rentrer mon, faut sale, faut ceci, faut cela. Ou t'es un pays qui propre, ou t'es un bail qui t'asphalte, ou t'es a besoin de petite machine, ou t'es plus à l'aise que gon jeep qu'on y a. Parce que tout n'a pas pour pas prendre dans la rue qu'on y a. Tout n'a pas payé, son là il y a soit si 9h du soir pour pas prendre caoutchouc, ou déjà préparer pour aller avec machine sur prendre caoutchouc. Et c'est parce que nous pensons que c'est ça qui peut le faire dans le monde. Vous caille là, et puis des fois nous avons caillou grand et triste. Parce que les valeurs de base ne sont pas cultivées. On va dire des tombeaux. Des tombeaux. Professeur Duval, il y a lieu de faire le lien entre le jugement, l'évolution des faits économiques et sociaux, qui est déterminante aussi pour la définition, la redéfinition des lois, des principes, des normes. Oui. Mais qu'en est-il alors des sociétés fondées sur la coutume? Remarquez que les sociétés fondées sur la coutume, presque n'existent plus en raison de ce qu'on appelle l'intégration sociale, internationale, les grands mouvements, etc. Mais il faut remarquer que, même en Haïti, jusqu'à il y a peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'années, au moment où la parole donnée était quelque chose, au moment où le voleur avait le souci de ne pas laisser voir son visage, il faut dire qu'on était quand même peut-être moins riche, mais collectivement plus aisé. Peut-être que je ne sais pas si à Port-au-Prince, quelqu'un qui a grandi à Port-au-Prince, depuis 50 ans, ça existait, mais dans les provinces, ça existait encore que. On avait nos petites maisons, mais on était très bien, on était en paix, et il y avait moins de haine entre des gens de même niveau ou bien de niveau inférieur, parce qu'il y avait le respect. Voilà par exemple une valeur qu'on ne cultive plus, le respect. C'est-à-dire on a tendance à respecter celui qui est plus fort que nous, qui a plus d'argent, qui a une plus grande apparence. Nous avons tendance aussi à imposer à l'autre qui est moins fortuné notre fortune pour dire que sur cette base il doit nous respecter, mais ce n'est pas vrai. Si le respect était quand même mutuel, ça aurait été tout naturel, c'est ce qu'on avait aussi dans la société basée sur les us et coutumes. Mais je ne sais pas si vous allez, par exemple, je ne sais pas, on dit que toujours au Royaume-Uni, il y a quand même une grande part de la loi qui dépend des us et coutumes. De toute façon, avec les grandes agglomérations, avec aujourd'hui les grands mouvements migratoires dans tous les sens, il ne faut pas espérer qu'on va retourner à des sociétés comme ça, mais on peut toujours s'en inspirer aussi pour pouvoir adoucir, je dirais, les méfaits de cette société technologique à grande agglomération et où, généralement, je dirais, les rapports interpersonnels tendent à disparaître au profit vraiment de rapports plutôt programmés sur le plan politique et sur le plan social. Très bien. Ainsi prend fin la 432e édition de la série. Il faut veiller, comme vous avez si bien dit, à ce que vos jugements soient le reflet
d'une attitude, de vos attitudes, aptitudes aussi, fruit de la connaissance, fruit de l'expérience, et aussi que les jugements ont comme fondement des valeurs, telles que l'intégrité, le respect de l'autre, l'humilité. C'est à ce titre-là qu'on peut se construire, qu'on peut construire son environnement également, qu'on peut participer au développement de l'homme. Ainsi prend fin la 432e édition. Professeur Duval, bienvenue encore une fois. Je vous dis merci. Normalement, je m'excuse parce qu'aujourd'hui, j'étais un peu perdu. C'est un comptable qui laisse ses chiffres pour se perdre dans la spiritualité et l'éthique. Mais je vais reprendre quand même mon manteau de comptable aussitôt ce plateau laissé. Professeur Duval, encore une fois, nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité. On ne peut pas détacher la spiritualité de la science, de la connaissance. Et merci encore pour cette intervention. Et à vous, nous vous disons à bientôt.